Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau webinaire « Comment éviter qu'un mauvais DPE ne freine mon projet immobilier ?» Le DPE est un sujet clé dorénavant qui façonne le marché immobilier français en modifiant tout simplement le comportement d'achat, de vente et d'investissement locatif. Et nous allons donc voir ensemble en 3 phases comment le DPE a pris une importance croissante avec l'aide de Christelle. Nous allons voir l'impact direct et les conséquences sur le marché immobilier français. Et surtout, et enfin, nous verrons les erreurs à éviter et les solutions disponibles qui s'offrent à nous. Alors, je vous rappelle que nous sommes en live. Il y a un chat à disposition, donc vous aurez le loisir de poser tout au long du webinaire des questions auxquelles nous pourrons répondre à la fin du live. Et j'ai le plaisir d'être accompagné des Chris et Chris, les incontournables Christelle Giton, présidente de Constatimo, courtier en diagnostic immobilier, et de Christophe Dupont, président de Techway, société spécialisée et expert dans les travaux de l'habitat. Bienvenue. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin et bonjour à tous qui nous suivez derrière vos écrans. Je pense que Christelle, le bon démarrage serait d'expliquer à tout le monde, de revenir si c'était nécessaire sur qu'est-ce qu'est le DPE et comment ça fonctionne. Avec plaisir. Alors le DPE, je crois que maintenant tout le monde en a entendu parler. On parle du diagnostic de performance énergétique. C'est la fameuse petite étiquette, tu sais, de toutes les couleurs où on classe le bien de A à G, qui permet de mesurer la consommation d'énergie du logement et ainsi que son émission de gaz à effet de serre. Donc ce diagnostic de performance énergétique est obligatoire dans le cadre de la location d'un bien ou dans le cadre de la vente également. Très bien. Sur le terrain, on a clairement vu un avant-après 2021. Que s'est-il passé cette fameuse année qui a expliqué en fait un tel changement dans la perception des gens de ce diagnostic qui était plutôt vu comme du pur administratif auparavant et maintenant beaucoup plus pragmatique et pratique. Oui, on en parlera tout au long de ces webinaires. Effectivement, en fait, on parle de la réforme de juillet 2021 où effectivement le législateur est venu modifier la manière de réaliser le DPE. Comme tu le sais, avant juillet 2021, pour réaliser un diagnostic de performance énergétique, on demandait aux propriétaires ou aux locataires occupants ces factures de consommation d'énergie. Et c'est-à-dire qu'en fait, on venait, entre guillemets, calculer le diagnostic de performance énergétique en tenant compte des habitudes de l'occupant. La seule difficulté, c'est que toi, Benjamin, tu chauffes à 18 parce que tu n'es pas frileux, mais moi, je suis frileuse, donc je chauffe à 20. Donc, j'avais des consommations d'énergie qui étaient bien supérieures aux tiennes, ce qui fait qu'effectivement, le DPE, tenant compte de cette consommation d'énergie, avait une étiquette qui allait être différente entre la tienne et la mienne. La réforme de juillet 2021, ce qu'elle est venue faire, c'est changer cette méthode de réalisation. Maintenant, on parle de la méthode 3CL, c'est-à-dire que cette méthode, elle tient compte des qualités intrinsèque du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va regarder comment est fait le bâti et quels sont les équipements qui constituent le logement et on ne va plus tenir compte des habitudes de l'occupant. Donc on n'a plus besoin de ces fameuses factures de dépenses énergétiques. Donc c'est terminé, on se concentre sur le bâti. Donc ça veut dire que on ne tient plus compte des factures. C'est fini aussi les DPE vierges. Si tu te rappelles, tu pouvais commercialiser un bien en mettant DPE vierge. C'est terminé maintenant. Comme on ne se concentre que sur le bâti et les équipements, on va pouvoir générer une étiquette de performance énergétique pour le logement. Donc, plus de DPE vierge. Cette réforme, elle est aussi venue modifier le cadre législatif puisque le DPE devient opposable. On aura l'occasion d'en reparler. Par contre, la durée de validité reste toujours la même, elle est de 10 ans. Donc, une nouvelle méthode de réalisation de DPE depuis juillet 2021, qui est venue un peu bousculer effectivement le marché depuis cette date. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des propriétaires en fait, qui vont réaliser un DPE ? Alors, je crois que le premier conseil à donner aux propriétaires qui nous regardent, c'est que la performance énergétique,
se cache dans les détails et que si on veut que le DPE soit le plus optimisé possible et notamment que l'étiquette reflète vraiment la performance énergétique du bien, il faut accompagner le diagnostiqueur. Alors pas accompagner physiquement, si on peut être là c'est bien quand on est propriétaire, mais quand on est propriétaire bailleur c'est pas forcément le cas. Quand on parle d'accompagner le diagnostiqueur, c'est lui donner le maximum d'informations pour qu'effectivement son DPE soit le plus optimisé possible. Puisqu'on s'est dit tout à l'heure que cette nouvelle méthode de calcul, de réalisation du DPE, elle est basée sur le bâti et sur les équipements. Donc le diagnostiqueur va avoir besoin d'informations de type facture de travaux d'isolation pour connaître le type d'isolant qui a été mis derrière le placo ou effectivement pour isoler la toiture. Donc tout ce qui est facture de travaux, date d'installation de la chaudière, type de VMC, un certain nombre d'informations comme ça qui vont être extrêmement précises. Parce que si vous regardez aujourd'hui le DPE, c'est un peu comme les contrats d'assurance. Il faut aller lire les petites lignes à la dernière page. Tu sais, les petites lignes là détaillées. Et quand tu vois sur ces petites lignes une information qui est valeur par défaut, valeur inconnue ou estimation, c'est là où effectivement il faut s'alerter. Ça veut dire que le diagnostiqueur n'a pas eu une information suffisamment précise et que le diagnostic n'est pas forcément optimisé. Donc clairement, ça veut dire que en l'absence d'information, on peut avoir un DPE faussement dégradé finalement. On peut avoir un DPE dégradé dès lors que l'information n'est pas suffisamment précise, donc elle est estimée par défaut ou inconnue. Donc il faut vraiment donner un maximum d'informations au diagnostiqueur pour qu'il puisse réaliser le diagnostic dans les meilleures conditions et que ce soit le reflet exact de la performance du bien. Ok. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que, les autres raisons qui font que le DPE est devenu essentiel dans les comportements d'achat, d'investissement locatif et de vente des propriétaires et des clients, selon toi? Alors, c'est vrai qu'avant, on se concentrait, quand on voulait acheter un bien, on se concentrait sur le prix et la localisation, hein, tu sais ça mieux que moi. Maintenant, effectivement, on a un troisième critère qui est venu s'ajouter, c'est le prix, la localisation et le diagnostic de performance énergétique. Parce qu'il faut savoir que la loi climat et résilience est venue modifier un certain nombre de choses, notamment parce qu'on a tous cette envie, j'allais dire, de cet objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. On sait que le bâtiment est un des facteurs les plus importants en termes notamment d'émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, le législateur est venu afficher un calendrier entre guillemets d'interdiction de location essentiellement, et on va voir aussi d'informations complémentaires en ce qui concerne la transaction. C'est le calendrier qu'on devrait tous connaître par cœur aujourd'hui quand on est propriétaire, bailleur ou quand on est vendeur ou acquéreur. C'est qu'effectivement cette loi climat et résilience, elle est venue fixer des échéances. Et on en a entendu beaucoup parler dernièrement, notamment dans la presse. Alors, ce calendrier, il a commencé depuis 2022, hein, c'est ce qu'on voit, puisqu'effectivement, depuis 24 août 2022, en ce qui concerne la location, c'est la partie du haut du tableau, le gel des loyers sur les DPE F et G. Au 1er janvier 2023, location interdite des biens dont le diagnostic de performance énergétique est G, ce qu'on appelle les G+, vraiment le haut du G, c'est-à-dire la consommation supérieure à 450 kWh d'énergie finale, donc là qui ont été interdits à la location au 1er janvier 2023. Puis on voit que le calendrier poursuit comme ça. Les G, interdiction 1er janvier 25, les F, interdiction 1er janvier 28 et les E, interdiction 1er janvier 2034. Donc on voit que pour effectivement la location, on a différentes échéances qui sont venues, entre guillemets, impacter le marché. Sur la partie du bas du tableau, on voit qu'effectivement, pour la vente, il y a aussi des obligations complémentaires, mais qui ne sont pas des interdictions. C'est-à-dire que si je veux vendre une villa ou un immeuble en monopropriété dont le DPE est F ou G depuis le 1er avril 2023, je dois produire un audit énergétique complémentaire avant de pouvoir mettre en vente ma villa, par exemple. Et ce sera pour les E en janvier 25 et janvier 34 pour les D. Voilà, donc on voit qu'effectivement, cette loi climat et résilience, elle est venue apporter un rythme dans les obligations de rénovation énergétique, notamment en ce qui concerne la location. Ok. Voilà. Donc,
On voit bien, si on regarde mon tableau, Benjamin, que la location, on parle d'interdiction. Par contre, en ce qui concerne la vente, on parle d'obligation d'information complémentaire, notamment pour l'acquéreur. J'imagine que ça n'a pas été sans impact sur le marché de la transaction que tu connais particulièrement bien. Exactement, parce qu'on pourrait penser que du coup, en l'absence d'interdiction, il n'y a pas d'effet. Bien au contraire. En fait, à l'approche de juillet 2021, en tant que pro, évidemment, on a eu le temps un peu de préparer les choses et de s'adapter à la réglementation. Par contre, beaucoup de propriétaires de biens F ou G, pour eux, l'information, on leur est un petit peu tombé dessus. Ça a été le coup près. Et en fait, on a pu mesurer en trois effets qui se coulent, si on peut dire, sur le marché. On s'est retrouvé à partir de juillet 2021. Alors, on se remet dans le contexte 2021. On a un marché immobilier qui est plutôt dynamique. On est post-Covid. Je reviens pas dessus, mais on a tous entendu parler du besoin d'air frais de tout le monde et de trouver son nouveau chez soi. Donc, on était dans une activité qui était plutôt laide. Et on a vu une arrivée massive, en tout cas mesurable et importante, de biens F et G à la vente. Pourquoi ? Parce que première réaction des propriétaires, qu'ils soient bailleurs ou qu'ils aient un projet de vente, en fait, à la découverte d'un DPE F ou G, le premier arbitrage à faire était: est-ce que je fais des travaux pour améliorer les performances énergétiques de mon bien pour le mettre en location, ou alors très simplement, est-ce qu'on en profite pour le mettre en vente? C'est plutôt cet effet-là qu'on a mesuré. Donc ça, c'est premier effet. Deuxième effet, on a donc ces biens F et G qui sont arrivés sur le marché. Et donc là, du coup, on a eu des réactions des acquéreurs. Alors, soit des réactions, soit pas de réactions d'ailleurs, puisque du coup, les acquéreurs sont toujours des mini-agents immobiliers sur leur niche de recherche, en fait. Ils comparent leurs courgettes avec leurs courgettes, leurs carottes avec leurs carottes. Et en situation de choix entre deux biens, s'il y en a un qui a un DPE favorable et l'autre défavorable, soit le choix se porte sur celui qui a un DPE le plus favorable, soit il se porte sur celui qui est défavorable, mais avec une très forte négociation du prix. C'est ce qu'on a mesuré en phase 2. Phase 3, ça a été les réactions des propriétaires qui, eux, n'étaient pas prêts à négocier, qui n'avaient pas envisagé cet impact prix là sur la conversation de notre bien. Et en fait, on a mesuré un allongement du processus de vente des DPE F, G. Alors, cette réforme, maintenant, elle date de 3 ans. Le temps passe vite. Est-ce que l'impact sur le marché est toujours le même ? Alors, pas du tout, puisque du coup, toutes ces informations ont été digérées par la profession et puis par le marché, par les propriétaires et les vendeurs, etc. Il reste néanmoins aujourd'hui une incompréhension des clients sur la corrélation DPE prix de vente. Et donc pour ça, la réponse qu'on a apportée, ça a été de former nos 1000 consultants immobiliers à la pédagogie sur le sujet. Et donc le deuxième sujet, évidemment, c'était l'impossibilité de se projeter, vendeur ou acquéreur, sur le montant précis des travaux. Et c'est pour ça qu'on propose à nos clients l'étude Rénov+, qui est le bébé entre vos deux filiales. Et d'ailleurs, Christophe, je te laisse le soin de nous expliquer en quoi consiste Rénov+ et qu'est-ce qu'il apporte comme solution. Oui, déjà, merci Benjamin, parce qu'en effet, on voit bien que les propriétaires aujourd'hui sont vraiment confrontés à un besoin d'informations précises. Et c'est vrai que face en fait, à ce constat, en fait, Foncia a voulu essayer d'apporter des réponses en fait, aux propriétaires. Avant de revenir peut-être sur Rénov+ et de le présenter, en fait, j'aimerais juste moi revenir en fait, aujourd'hui sur les solutions qui existent pour un propriétaire lorsqu'il a un bien qui est classé notamment F ou G. La première chose en fait, qu'il va faire, généralement, c'est appeler un artisan pour lui demander de réaliser les travaux de façon à résoudre son problème. Et un artisan, en fait, a toutes les compétences pour effectuer des travaux, notamment des travaux d'isolation, de remplacement de menuiserie, parfois de chauffage, de ventilation, etc. Par contre, l'artisan, en fait, il n'a pas une capacité à définir et à simuler quels vont être les impacts en termes de kilowattheure des différentes actions qu'il va mener. Et en fait, la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que, du coup, pour essayer de sécuriser le résultat, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va proposer pratiquement de tout faire. Donc il va proposer d'isoler les murs, de remplacer les fenêtres, de changer le chauffage, etc. Et tout ça, ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par souvent des devis qui sont extrêmement élevés,
et donc qui pose des difficultés, notamment dans le cas de la gestion locative ou même dans la transaction. Et puis surtout, sans certitude sur la note qui sera obtenue. Parce qu'en fait, tout ça, il n'a pas pu le simuler. Donc on voit vraiment là les limites de cette première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est de se référer au DPE. Et en effet, dans un DPE, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des travaux qui sont préconisés. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont définies. Ça donne en fait un certain nombre d'axes de réflexion. Par contre, le système a aussi beaucoup de limites. Parce que déjà, le DPE est basé sur des prix de travaux qui sont des moyennes, donc des prix de référence. Donc ce ne sont pas les prix que vont pratiquer tel ou tel autre artisan. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le DPE va en fait lister des actions sans tenir compte de la faisabilité des travaux. Donc dire qu'on va isoler un mur, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'on aura la capacité à isoler un mur? Dire qu'il faudrait par exemple 15 cm d'isolant, est-ce qu'on est sûr qu'on aura la place pour mettre les 15 cm d'isolant? Ça, on ne le sait pas et le DPE ne peut pas le définir. Et puis le dernier point, c'est que le DPE, en fait, bien souvent, va préconiser des actions qui sont efficaces, mais qui ne sont pas à la main du propriétaire. L'exemple type, c'est ce qu'on retrouve très souvent, c'est de dire il faut remplacer le chauffage central. Donc certes, c'est une bonne idée, sauf que ce n'est pas une décision qui peut être prise par le propriétaire. Donc lorsqu'un propriétaire suit les préconisations du DPE, bien souvent il se dit ok, tout ça c'est bien gentil, mais moi concrètement, qu'est-ce que je peux faire et surtout combien ça va me coûter réellement? Parce que les fourchettes qui sont proposées dans le DPE sont des fourchettes qui sont extrêmement larges. La troisième possibilité qui est offerte en fait à un propriétaire, ce sont les simulateurs en ligne qu'on voit maintenant fleurir un peu partout. Il y en a vraiment, il y en a énormément. La réalité, c'est que ces simulateurs, en fait, ils s'appuient vraiment sur la même mécanique que le DPE, c'est-à-dire que ce sont avant tout des analyses statistiques, avant tout des ordres de grandeur, des estimations qui ne vont pas tenir compte de la faisabilité des travaux et qui vont s'appuyer sur vraiment des bordereaux de prix, on va dire, assez standards. Donc, à nouveau, on n'aura pas le prix que va réellement pratiquer l'artisan. Et puis, je dirais, ce qui fait aussi défaut, c'est que, en fait, dans un projet d'isolation ou un projet de rénovation énergétique, en fait, il ne faut pas juste tenir compte du poste isolant, par exemple. Dire on va isoler un mur, donc on va faire un doublage sur rail avec un isolant derrière, et en moyenne, ça coûte autant. En fait, c'est une information, mais elle n'est pas suffisante. En fait, il faut aussi savoir, est-ce que si on fait cette isolation, on va devoir déposer le meuble de cuisine? Est-ce qu'on va devoir déposer la faïence? Parce que finalement, dans l'enveloppe que va devoir supporter le propriétaire, évidemment, c'est la totalité. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une vision vraiment globale de son budget. Donc on voit un peu les limites de ces trois possibilités. Okay. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des faux amis ou des légendes urbaines sur des dispositifs qui amélioreraient plus que les autres les performances énergétiques d'un bien? Alors moi, je trouve un peu. Il y en a en effet quelques-uns. Et l'exemple type, pour moi, ce sont les menuiseries. Et en fait, c'est vrai que les menuiseries, dans l'esprit de chacun, c'est on sent du froid, il y a de l'air. Donc on se dit, on va changer les menuiseries et on va améliorer de façon extrêmement forte la note DPE. En réalité, alors les menuiseries sont parfois nécessaires, peuvent parfois être très utiles. Simplement, c'est vrai que c'est en effet un faux ami, entre guillemets. Parce que les menuiseries, c'est aussi un poste qui coûte extrêmement cher. Et par expérience, nous, on le voit dans les simulations qu'on peut réaliser, bien souvent, les menuiseries ont un impact qui est finalement assez faible par rapport au coût que ça représente, par rapport au délai aussi que ça représente dans les travaux, contrairement à l'isolation des murs, qui, notamment les murs qui donnent vers l'extérieur, sont extrêmement efficaces pour gagner des kilowattheures. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule, pas de l'alpha à l'oméga, mais oui, dans les grandes lignes, une étude Rénov+? Alors Rénov+, en fait, donc, comme on l'a un petit peu évoqué, c'est vraiment un travail à quatre mains avec les équipes de Constatimo et Techway. Et donc, en fait, ça commence par un travail qui est fait par Constatimo d'analyse du DPE pour vraiment aller chercher vraiment le DPE optimisé, c'est-à-dire vraiment un DPE qui va servir de véritable socle, de point de départ, d'informations qui a été vérifiée pour faire le constat réellement de l'existant. Donc ça, c'est une partie qui est extrêmement importante et que réalisent donc les équipes de Constatimo. Deuxième étape, c'est de définir quels vont être les travaux qu'on pourrait réaliser. Donc là, on va travailler à quatre mains
avec les équipes de Constantimo et de Techway, et on va commencer à lister toutes les actions qu'on pourrait mener dans ce logement. Donc les actions, ça va être, on peut tester par exemple un isolant plus ou moins épais, on peut tester quelle va être l'efficacité si on isole tel mur ou tel autre. Donc on va lister tout ce qui peut être fait et on va regarder concrètement, ligne par ligne, quel va être le gain en kilowattheure. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que dès cette étape-là, on est vraiment en train de mesurer les gains en kilowattheure et de voir réellement quel serait le scénario idéal pour le propriétaire. Qu'est-ce qu'on appelle scénario idéal ? C'est un scénario qui va idéalement coûter le moins d'argent possible au propriétaire, qui va être le plus efficace possible, qui va permettre d'éviter de perdre beaucoup de surface au sol et qui pourra être fait dans des délais les plus courts possibles. Donc en fait, dans les choix qui vont être faits, on va retenir finalement ces lignes qui permettent de définir ce scénario idéal. Ok. Donc concrètement, tu prends un DPE initial, vous faites une étude à la carte adaptée au logement et les travaux sont réalisés. Comment on vérifie que le logement ait du coup atteint la notation suggérée par Rénov+. Oui, alors en effet, parce que c'est vrai que Rénov+, au final, ce qu'on dit, c'est quoi ? On dit, voilà précisément combien ça va vous coûter, voilà la note que vous allez obtenir. Donc il y a vraiment une notion d'engagement qui est forte. Et comment on vérifie que l'engagement est tenu ? C'est tout simplement le fait que Constantimo va réaliser un DPE à l'issue des travaux. Bien sûr, il faut que les travaux correspondent à ce qui était préconisé dans l'étude. Mais comme en fait on a fait les simulations en amont, en fait, on s'aperçoit évidemment, preuve à l'appui, que la note qui est obtenue, c'est celle qui avait été annoncée dans le DPE. Ok. Je pense qu'on peut regarder un exemple concret en fait pour se rendre compte de la différence entre. On peut se poser la question. Finalement, le DPE, ça nous donne des infos, mais factuellement, si tu pouvais nous commenter un comparatif DPE Rénov+, tout simplement. Là, en effet, donc là dans ce qu'on voit donc, à l'écran, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un DPE donc, d'un logement, en fait c'est un logement en Ile-de-France, c'est un logement qui se situe à Colombes, et c'est un logement donc, qui a la note F. Qu'est-ce qu'on voit sur la partie de droite ? En fait, on voit les travaux qui sont préconisés dans le cadre du DPE. Donc on retrouve des choses qui sont en effet assez classiques, notamment dire il faut isoler les murs par l'intérieur. Par contre, on ne dit pas quel mur en particulier doit être isolé, qui est pourtant une information qui est extrêmement importante. On va expliquer donc en effet qu'on peut mettre en place des robinets thermostatiques, on peut mettre en place une VMC hydro-réglable, et on dit qu'on doit remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur. Donc là, c'est extrêmement important parce que, en fait, dès le démarrage, pourtant ce sont les travaux qui sont qualifiés de essentiels, dès les travaux essentiels, on s'aperçoit qu'une des composantes clés qui va probablement avoir le plus d'impact dans les simulations, c'est quelque chose en réalité qui n'est pas à la main du propriétaire. Et on retrouve en fait cette notion, quand on regarde dans la deuxième partie les travaux à envisager, à nouveau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il faut notamment remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur. Donc à nouveau, quelque chose qui ne dépend pas du propriétaire, mais de l'AG, donc qui finalement n'est pas véritablement utile pour le propriétaire qui doit prendre une décision. Ce qu'on constate également, ce sont les fourchettes qui sont données. On voit que notamment les travaux à envisager, entre 12 000 et 19 000 euros. Donc on est vraiment sur des fourchettes qui sont extrêmement larges. Dans l'étude Rénov+, qu'on voit, là, pour le coup, on va et c'est la partie de droite qui est notamment très intéressante, donc celle où on va vraiment faire tous les chiffrages. En fait, on voit qu'on a repris l'ensemble des postes. On ne va pas uniquement mettre le remplacement d'une pompe à chaleur, surtout pas, parce qu'on sait que ce n'est pas à la main du propriétaire. On ne va pas juste mettre qu'il faut isoler les murs. On va dire, OK, il faut isoler tel mur en particulier. La surface à isoler est de autant. Et donc, on reprend l'ensemble des préconisations. Et on va ajouter dedans l'ensemble des lots. Par exemple, quand on fait l'isolation d'un mur, on aura très généralement des appareillages électriques à déplacer. Et donc ça, il faut qu'on le prenne en compte dans le chiffrage. Si on doit déplacer un interrupteur ou une prise, il faut que ce soit intégré. Donc là, dans le chiffrage qu'on va réaliser, on va reprendre l'ensemble des lignes préconisées par l'étude et qui va donner au final un résultat qui est extrêmement précis et sur lequel Techway s'engage à ce que, si c'est Techway qui réalise les travaux, Techway s'engage à les réaliser à ce tarif-là. Donc il y a un engagement très précis. Au final, la différence entre les deux, c'est quand même pas négligeable. C'est que dans le premier cas, on a une fourchette donc entre 12 et 19 000 euros. Il n'y a pas d'engagement d'étiquette. Il y a des informations qui ne sont pas, en réalité pas à la main du propriétaire. Et dans l'autre,
on a en fait 2 scénarios qui ont été proposés, extrêmement précis. Il y en a un qui permet d'arriver à la note E en dépensant 9 000 €, et l'autre qui permet d'atteindre la note D en dépensant 11 000 €. Donc là, on est vraiment sur des engagements, une note précise et un budget extrêmement précis aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on rejoint très concrètement les comportements marchés, puisque du coup, si on se positionne, qu'on soit en qualité de propriétaire-vendeur ou en qualité d'acquéreur, fondamentalement, au moment de la négociation, si je sais que j'ai une garantie d'efficience énergétique comprise entre 9 et 11 000 €, ou peut-être entre 12 ou 19 000 €, je vous laisse tout de suite imaginer où sera la négociation la plus forte. Évidemment. Donc du coup, tout intérêt soit au propriétaire d'engager ses travaux pour lui-même améliorer les performances énergétiques et pas de débat, et de commercialiser un bien qui sera ABCD, ou alors de faire réaliser l'étude pour pouvoir proposer la solution clé en main à l'acquéreur et du coup se limiter évidemment à la négociation. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup Christophe pour ces éclaircissements. Merci à toi aussi Christelle. On arrive en fin de webinaire, on va pouvoir répondre aux éventuelles questions. N'hésitez pas à donner votre avis sur le webinaire. Vous avez la possibilité de répondre à un sondage en bas à droite de l'écran. Et merci à toute l'équipe évidemment. Julie, Sabrina, Thomas, Mika, Greg. Vous pouvez envoyer les questions. Eh ben, je crois que c'est parti pour la première question. Ah, ça c'est pour toi ça. Je crois qu'elle est pour moi celle-là. J'ai entendu parler du DPE pour les petites surfaces moins de 40 mètres carrés. Est-ce possible d'en savoir plus? Alors effectivement, je vois que les personnes qui nous suivent sont au fait de l'actualité, puisque depuis cette réforme de juillet 2021 dont on a parlé, il a été constaté que les petites surfaces étaient très impactées par cette nouvelle méthode de calcul et injustement en fait impactées. Donc effectivement, il y a un arrêté qui est paru la semaine dernière et il faut savoir que tous les DPE des biens dont la surface est inférieure ou égale à 40 mètres carrés, donc DPE réalisés depuis le 1er juillet 2021, pourront bénéficier d'un recalcul et donc d'une attestation au 1er juillet 2024. Donc je reformule. Vous avez un DPE fait depuis le 1er juillet 2021. Votre logement est inférieur ou égal à 40 mètres carrés. Au 1er juillet 2024, vous pourrez vous rendre sur le site directement de l'ADEME. C'est là où toutes les informations du DPE sont collectées. En saisissant le numéro d'ADEME qui est en haut à droite de votre DPE, vous prenez ce numéro, vous le saisissez sur l'ADEME. Alors dès aujourd'hui, on vous simule la note recalculée. Et au 1er juillet 2024, vous pourrez éditer une attestation qui vous permettra d'afficher un DPE avec une nouvelle étiquette de performance énergétique. En fait, les seuils pour les surfaces inférieures ou égales à 40 mètres carrés ont été revus, ce qui fait qu'en moyenne, un DPE qui était G recalculé va devenir F. Donc c'est une information qui est très très importante puisque effectivement la méthode de calcul a été modifiée, enfin les seuils ont été modifiés pour les petites surfaces. Donc, on peut aller simuler sur le site de l'ADEME et au 1er juillet, on pourra éditer une attestation sur le site de l'ADEME aussi qui redonnera la nouvelle étiquette de performance énergétique du bien concerné. Du coup, au DPE existant. Ah voilà, qu'il faudra conserver précieusement puisque ce sera la nouvelle étiquette du bien. D'accord. Okay. Donc voilà pour cette première question. Bonne première question, on démarre bien. Je crois qu'elle est encore pour moi, celle-là. Pourquoi dit-on que le DPE est désormais opposable? Alors ça, c'est pareil, c'est réforme de juillet 2021. Effectivement, maintenant, on peut venir chercher en responsabilité le diagnostiqueur en ce qui concerne la réalisation du fameux diagnostic de performance énergétique. C'était déjà le cas pour d'autres diagnostics, mais ce n'était pas le cas pour le DPE. Voilà, la réforme est venue ajouter ce point-là, c'est-à-dire que le diagnostiqueur est effectivement juridiquement engagé en ce qui concerne le diagnostic qu'il réalise et voilà. On peut dire que ça a aussi participé peut-être au durcissement des notes obtenues ou dans la façon de faire les DPE à partir de 2021. Disons que c'est effectivement devenu un diagnostic extrêmement engageant. Voilà, il est opposable juridiquement. Ah, ça c'est pour moi. Est-il préférable de faire des travaux avant de vendre? Alors là, c'est l'œuf ou la poule, c'est l'éternelle question. On se la pose tout le temps. Ce qui est important, c'est donner de la visibilité en fait aux clients acquéreurs. Donc en fait, faire des travaux, évidemment très bien.
puisque ça permet de se mettre hors de tout reproche, hors de tout soupçon, si je puis dire. Mais en fait, le plus important, c'est de donner de la visibilité. Et comme on disait, si on est en capacité de dire très précisément à un acquéreur qui, en fait, lui, a peut-être prévu de faire d'autres travaux, et peut-être que ça l'arrange de faire entrer des travaux d'amélioration de performance énergétique parmi son pack travaux, embellissement, etc. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est le plus important, par contre, c'est de savoir ça coûte combien. Voilà. Alors, Christophe, Ah oui, ça c'est pour toi. Alors, que se passe-t-il si après avoir réalisé l'étude Rénov+, vous ne parvenez pas à améliorer la performance énergétique d'un bien? Alors ça, en fait, ça ne peut pas se produire. Ça ne peut pas se produire tout simplement parce que comme chacune des lignes a été simulée, dès lors que les travaux réalisés correspondent à ce qu'il y a dans l'étude, mécaniquement, la note qui est obtenue, c'est la note qui a été prévue dans l'étude. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que ça n'arrive pas. On s'engage sur le résultat suite à notre étude. Ah oui. Donc, on s'engage sur la performance énergétique après travaux. Voilà, ça c'est question Christelle. Alors, je suis actuellement bailleur d'un logement dont le DPE est G. Au 1er janvier 2025, mon locataire aura-t-il le droit de me réclamer des travaux de rénovation énergétique? Bonne question. Alors, ça ne dépend pas du calendrier climat et résilience, en fait. C'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'effectivement, on a vu tout à l'heure le calendrier d'interdiction de louer. Donc, au 1er janvier 2025, je ne peux plus louer un bien dont le DPE est G. Donc, c'est-à-dire que si je dois faire rentrer un nouveau locataire dans un logement G, ce n'est pas possible au 1er juillet 2025. Mais si mon locataire est rentré avant, c'est-à-dire qu'il est rentré par exemple le 1er janvier 2023, qu'en est-il? En fait, cette interdiction de louer, elle tient compte de la date de signature du bail. Donc en fait, il faut que ce soit... L'interdiction va jouer au moment de ce qu'on appelle du renouvellement ou de la tacite reconduction. Donc en fait, il faut regarder la date de signature du bail. Et donc effectivement, si j'ai signé mon bail le 1er janvier 2023, il faut mon interdiction de louer, et donc je devrais faire des travaux en milieu occupé au moment du renouvellement du bail avec mon locataire. Donc c'est un petit peu compliqué, ça tient vraiment compte de la date de signature du bail. Okay. J'espère que j'ai été précise. Hein. On parle vraiment d'interdiction de louer ou au renouvellement. Les biens, oui, ça c'est pour moi. Les biens F ou G sont-ils toujours autant délaissés qu'en 2021? Alors, je dirais que non. Je dirais oui et non. Alors ça, c'est de la réponse de politicien. Je vais essayer d'aller un peu plus loin dans la question. En fait, comme on disait, maintenant c'est rentré dans le langage commun et c'est connu, on sait réagir. Et les gens sont moins apeurés par du F ou G. Pour autant, on remarque toujours que c'est des biens sur lesquels il y a plus de négociations que sur les autres, inévitablement. Donc, moins de peur. Est-ce qu'ils sont toujours autant délaissés? Pas autant. Il n'y a plus ce climat de peur absolue. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un peu moins de trafic et il y a évidemment moins d'activité sur du F ou G. Mais encore une fois, là aussi, ça dépend si on est en capacité de donner de la visibilité sur comment améliorer et comment retrouver des notes plus efficientes en termes d'énergie. Donc voilà, mon oui mais non est peut-être pas satisfaisant, mais il y a de la nuance dans cette question. Ouais. Alors, quid des bâtiments classés bâtiments historiques? Alors ça c'est... Bonne question. Alors en fait, il faut savoir que les bâtiments effectivement classés historiques font partie des exclusions du DPE. Puisqu'effectivement, ces biens-là sortent de cette obligation de diagnostic de performance énergétique. Donc, en fait, de ce fait, sortent aussi de l'obligation du calendrier, puisque le DPE n'est pas obligatoire dans le cadre d'un bâtiment classé historique. Il faut le savoir. Il y a quelques exclusions. Effectivement. Voilà. Est-ce une bonne idée d'acheter un bien avec un DPE F ou G ? Oui, c'est une bonne idée d'acheter un bien avec un DPE F ou G.
Tout simplement, alors déjà, il faut savoir quel est l'objet de l'acquisition. Est-ce que c'est pour un investissement locatif ou si c'est pour la résidence principale? Dans les deux cas, a priori, on a envie d'améliorer les performances énergétiques, parce que si c'est un investissement locatif, en fait, on a très simplement envie, et d'un point de vue purement réglementaire, d'avoir le droit de continuer à louer. Premier sujet. Pour la résidence principale, évidemment, si on a une passoire énergétique, on a envie, on connaît les factures de consommation d'énergie, donc on a forcément envie de l'améliorer. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, là aussi, toujours à condition de savoir et de pouvoir évaluer précisément quels sont les moyens à mettre en œuvre et combien ils coûtent pour bien calibrer son budget. Certains ont très clairement en ont profité sur 2020, 2021, 2022, peut-être pour avoir des négociations un petit peu plus élevées, mais c'est évidemment, ce n'est pas une mauvaise idée, du moins, de se positionner sur un bien qui est en F ou G. D'ailleurs, Voilà. je crois que tu nous as dit, Benjamin, que tu avais eu des acquéreurs qui avaient pu utiliser l'étude Rénov+ pour aussi obtenir un prêt bancaire. J'avais complètement oublié d'en parler. Oui, mais tu as raison. Alors, parce que justement, comme c'était précis, détaillé et chiffré... Dans un dossier de financement, de plus en plus, pour un dossier de financement, et à plus forte raison, c'est pour de l'investissement locatif, la banque est en capacité de dire « moi, je n'y vais pas, je ne finance pas si je suis en DPE F ou G ». Donc, il faut apporter une solution en face de devis de travaux, par exemple. Effectivement, pour ça, Rénov+, c'est top, parce que là, on a vraiment un truc précis avec notre projection de résultats et d'efficience énergétique à la fin. Et merci beaucoup. C'est vrai que j'allais oublier de parler de cet effet. Ça devient... pas que réglementaire pour avoir le droit de louer. Maintenant, pour obtenir un dossier de financement, la banque peut être beaucoup plus tatillonne, je dirais, sur l'efficience énergétique du bien acheté. Donc oui, c'est une bonne idée. Alors, qui réalise l'audit énergétique et combien ça coûte? Alors effectivement, tout à l'heure, dans le schéma, on a bien vu qu'au niveau de la transaction, il y avait des obligations complémentaires lorsque la villa, on va prendre l'exemple de la villa, a un diagnostic de performance énergétique F ou G. On a l'obligation effectivement maintenant d'apporter au futur acquéreur l'audit énergétique. Alors, qui le réalise? Alors, c'est comme pour le diagnostic, c'est forcément réalisé par un professionnel. Donc, il y a une compétence particulière. Donc, effectivement, ça peut être un architecte, ça peut être un diagnostiqueur qui a la compétence pour l'audit énergétique. Voilà, donc c'est forcément un professionnel qui rentre dans ces catégories-là. Et alors le combien ça coûte, si je dois donner une échelle, je vais la donner. Mais en tous les cas, forcément, plus la villa est grande, plus l'audit est onéreux. C'est normal, puisqu'effectivement, ça veut dire que les préconisations de travaux et toute l'étude qui va être faite va prendre plus de temps. Et en ce qui concerne les prix, on va être dans une fourchette qui va de 550 € à 1 300 € en fonction de la surface du bien. Voilà, ça reste une fourchette. Je vous encourage effectivement à demander bien évidemment un devis avant de vous lancer dans l'audit énergétique. Mais toujours évidemment... Surtout d'avoir à tout prix un DPE optimisé avant pour ne pas se retrouver par manque d'informations en situation de devoir réaliser en plus du DPE un audit énergétique. Voilà, puisque l'audit énergétique, bien évidemment, fait suite au diagnostic de performance énergétique du bien. Quel est le pourcentage anticipé sur la baisse d'un prix d'un bien G? Bon, je vais faire que des réponses nuancées, décidément. Statistiquement, pour se donner... Un repère. Là aussi, je me lance, c'est pas avec des fourchettes, mais on va dire ce qu'on mesure, c'est en moyenne 11% de baisse versus le même bien qui est en D ou en E. Voilà, si on doit faire l'analyse. Après, il faut faire très attention parce que il faut vraiment avoir notion de l'environnement concurrentiel du bien. C'est-à-dire que si on est sur un bien en DPEG, mais on est dans une zone où en fait on est entouré de biens G parce que centre historique, alors pas monument historique, mais on a les centres historiques. Par exemple, je prends le cas de Montpellier que je connais évidemment très bien. En cœur de ville, on a des immeubles en périmètre sauvegardé avec très haut de plafond, avec des chauffages plutôt électriques et des contraintes du coup réglementaires. On ne peut pas isoler par l'extérieur, c'est compliqué de mettre des pompes à chaleur, etc. On se retrouve
plus souvent en concurrence avec des biens F ou G. Et dans ce cas-là, l'impact est plus faible si dans l'environnement concurrentiel du bien, il y a aussi beaucoup de G ou de F. Donc là aussi, ça dépend, mais en général, déjà oui, il y a un pourcentage de baisse. Et en moyenne, il est autour de 10 à 11%. Est-ce qu'il nous reste une dernière question ou est-ce qu'on a fait le tour des questions? Une autre question. Pourquoi dans le cas des maisons faut-il réaliser un audit énergétique en complément du DPE? Parce qu'en fait, ça fait partie des obligations qui ont été définies par cette fameuse loi climat et résilience, c'est-à-dire c'est de permettre aux futurs acquéreurs de la villa d'avoir un scénario précis des travaux à réaliser au sein de la villa pour pouvoir acheter en connaissance de cause, en fait. Effectivement, tout à l'heure, on ne l'a peut-être pas précisé, mais l'étude Rénov', nous, on ne travaille que sur les appartements. Oui. Voilà. Donc l'étude porte essentiellement sur les appartements. L'audit énergétique, effectivement, lui, concerne les villas, et son objectif, effectivement, est de venir préciser les scénarios de travaux et le coût des travaux à réaliser pour sortir les villas de la catégorie passoire énergétique. Puisque dans ce cas très précis, du coup, comme c'est un bâtiment entièrement privatif, il n'y a pas de copropriété, tout ce qui peut être mis en œuvre sans contrainte de copropriété, exactement. etc. Et d'ailleurs, dans les maisons individuelles, dans la plupart des cas, c'est l'isolation par l'extérieur qui va être préconisée, c'est le remplacement du système de chauffage, et là aussi, et souvent les menuiseries qui permettront finalement d'obtenir en fait un bien le mieux isolé possible. Question, quel est le coût de l'étude Rénov+? Tu veux répondre? Alors, on répond, ouais. En fait, déjà, le coût de l'étude, ça dépend déjà de la taille. C'est le critère essentiel, c'est la surface. Voilà, c'est la surface du bien. L'ordre de grandeur. Est-ce que tu veux donner un ordre de grandeur de l'étude? Oui, on va donner un ordre de grandeur de l'étude. Effectivement, en fonction de la surface, on va être entre 550 € et 950 €. TTC. Voilà, pour l'étude Rénov'. Eh bien, a priori, c'était la dernière question. On a fait le tour des questions. Donc, on passe à la conclusion. À vous remercier. On espère de tout cœur que on vous aura apporté des informations que vous n'aviez pas et répondu aux questions que vous vous posiez. Je vous remercie à nouveau de votre participation et de votre expertise. Très important, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous trouver sur les réseaux sociaux. Mais surtout, n'hésitez pas à aller rencontrer votre agence foncière la plus proche de vous. Et il est temps de vous saluer et de vous dire à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci Benjamin. Merci à tous.